Déjà, merci Walid de participer à cette interview. C'est une première pour toi. Déjà, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et sur ce que tu fais actuellement à la BNP? Oui, bien sûr. Donc, le parcours que j'avais entrepris depuis que j'avais intégré l'école est un parcours assez typique d'un mec qui veut bosser en compte. Donc, j'avais intégré Centrale en 2013 et j'ai pris l'option mathématiques appliquées en troisième année. Ok. Euh, donc, entre-temps, j'avais fait aussi un stage en structuration à la BNP et une alternance chez Cassib en quant research. Ok. En parallèle de ça, j'avais suivi aussi une formation de master M2 MASDEF avec Paris Dauphine. Ok. Et donc mon choix, il était en vrai, juste pour revenir rapidement, j'avais le métier de la finance, c'était pas un truc qui m'interpellait particulièrement, Ouais. mais ça a été vraiment conditionné par mon envie de faire des maths. Ok. En tant que boulot. C'était soit faire des maths, soit faire de l'électronique. Et après, j'avais choisi de faire des maths. Des maths, ouais, forcément. Et donc, le métier, il est vraiment une sorte de prolongement de ce que tu apprends un peu à l'école. Ok. On bosse beaucoup sur la modélisation, forcément. Donc, on est la partie de la banque qui s'occupe de mettre en place des modèles de pricing sur tous les produits qui sont traités par la banque. Dans mon cas particulier, c'est les assets de crédit. Ok. Donc le sous-jacent, je suis donc côté exocrédit parce qu'on est divisé entre flow crédit et structuré crédit. Ok. Donc flow crédit, c'est plutôt des produits du type flow CDS, flow bond, flow TRS. Donc là, on a bien sûr un modèle de pricing, mais ça reste un truc assez standard de marché. D'accord. Donc, c'est comme pour les options, en fait, bannies. Ok. Quand tu vas montrer un prix à quelqu'un, on sait déjà dans quel modèle tu prices. D'accord. Donc, si tu parles de volatilité, c'est une volatilité implicite dans le modèle Black chose. Donc, c'est des conventions de marché qui sont prédéfinies. C'est le cas aussi côté structuré sur certains produits. Ok. Mais on a quand même des produits qui sont plutôt exotiques et on veut quand même avoir des modèles qui reproduisent des risques bien déterminés. Et on n'a pas forcément de convention de marché sur ça. Ok. On va juste charger plus d'argent au client quand on va lui traiter ce produit à cause de ce risque-là. D'accord. Et nous, on est responsable de mettre en place un modèle qui puisse reproduire une valorisation de ce risque dans certaines conditions de marché. Ok. Donc en pratique, le boulot, ça involve beaucoup de programmation forcément. Je dirais, je dirais que 80% du boulot, c'est de la programmation. Ok. Et ça dépend des moments, c'est genre 20%, 10% de maths. Ouais. Et tu as quand même une grosse interaction avec le trading parce qu'on n'est pas... on fait des maths, ok, on fait du modeling, mais on est en contact régulier avec le business. Non, parce que le rôle, c'est toujours que ça serve directement au trading ou au pricing. Okay. Du coup, ça reste, on a quand même une grosse interaction avec le business pour qu'on puisse prédéfinir les objectifs, ce que eux ils attendent. Parce qu'au final, faire des modèles qui servent à rien, ouais, ça sert pas à grand chose. Ouais, s'il n'y a pas de produit qui est traité dans le marché derrière, ouais. Bah, tu peux utiliser à un moment ou à un autre, mais on suit quand même les tendances de marché. D'accord. Okay. Toi, pourquoi tu as choisi, donc pourquoi Kant au départ? Ouais, à part l'aspect maths et... Bah, pour revenir sur ça, donc en première année d'école, j'avais commencé un peu à réfléchir sur à quoi je voulais faire. Okay.
Et j'avais deux options pour moi dans mon cas particulier, soit faire de l'électronique, soit continuer à faire des maths. Mais à ce moment-là, j'avais pas vraiment d'idée sur ce que je voulais faire avec ces maths-là. Donc j'ai continué à faire des maths en école, et en troisième année, on nous avait, tu dois faire un choix. Donc j'avais pris l'option mathématiques appliquées, et tu pouvais choisir entre un parcours orienté data ou un parcours orienté finance. Ok. Si tu choisis forcément parcours finance, tu es plus enclin à faire à suivre après des métiers de trading, structuration ou de vente. Et pendant cette année-là, c'est vraiment l'année où je me suis le plus poussé aux études, parce que c'était des trucs qui... T'as aimé. Ouais, voilà, qui me parlaient plus. Okay. Et surtout l'aspect modélisation. Et mon stage en alternance chez Cassip, c'était un premier bon contact avec le métier de quant research. Donc, en vrai, je pouvais aussi faire du trading, mais tu voulais garder cet aspect un peu. Ouais, je voulais rester un peu dans la continuité de ce que j'avais aimé durant ma dernière année d'école. Ok. Et toi, tu dis que ton temps, il est donc sur ta tranche horaire, on va dire, tu as 80% de temps qui est programmation. Ouais. Pour généraliser, tu as 20% qui, tu m'as dit, théorie, où tu travailles, donc les modèles, vraiment sur papier du coup, ou ça se passe comment? Ouais, généralement c'est sur papier, tu essaies de reproduire. Après, quand tu arrives dans une banque d'investissement, et que les produits, ça fait des années qu'ils sont déjà là, c'est plus de l'amélioration du modèle que d'implémentation de nouveaux modèles. Okay. Donc, il y a parfois des risques qu'on n'arrive pas à capturer ou qu'on veut modéliser de manière un peu plus précise. Ça, après, tu bosses dessus, sois sûr. Tu as besoin de comprendre un peu ce qui est déjà implémenté. Forcément. Donc, tu as besoin de comprendre un peu les maths derrière. Et donc ça involve déjà pas mal de temps passé sur... Parce que j'imagine que revenir sur ce qui a été fait déjà depuis des années, ouais. c'est pas forcément facile. Ouais, lire les docs dessus et refaire les maths pour comprendre quel paramètre a tel impact sur tel pricing, donc telle condition. Donc après, c'est le côté pure recherche. C'est créer en papier, t'écris tes formules, tu espères avoir un bon résultat, tu reproduis rapidement en spreadsheet, et après, si c'est bon, si c'est validé, tu passes en code. Ok. Alors moi, j'ai eu des questions en fait qui me sont venues sur LinkedIn qui me demandaient généralement sur le rôle de Quant en lui-même, à quoi on peut s'attendre en fait dans le futur, sur l'évolution du rôle en lui-même. Avec justement l'avènement de tout ce qu'il y a en data science, intelligence artificielle et tout ce que tu peux entendre. Ouais. En fait, je ne veux pas vraiment généraliser, mais pour moi, le métier de Quant, c'est l'un des rares métiers en banque qui n'arrête pas d'apprendre en fait. Ok. Il y a d'autres métiers qui sont plus challenging dans le sens où tu es face à des clients, tu réfléchis au PNL de ton desk. Ça, on n'a pas vraiment ces problématiques, mais au final, tu sens que chaque jour c'est un peu exagéré, mais au fur et à mesure que tu avances dans le job, tu acquiers toujours des compétences. C'est pas un truc prédéfini où tu arriveras à un stade où c'est bon, tu as le statut de Quant. Tu masterises. Ouais, voilà. Donc, même mes boss ils continuent à apprendre des choses. On est dans un truc qui est en contact constant avec les nouvelles technologies, les avancées en data science. Il n'y a pas de stagnation quand même. Non, on a intérêt à faire ça parce qu'au final, ça reste un des critères de choix, disons, chez les clients, d'avoir en contrepartie quelqu'un qui soit à la pointe sur tout ce qui est nouveau.
il sait qu'au final, il aura le meilleur service euh, sur toutes les requêtes qu'il transmet à son broker. Donc, avoir un bon département de research, c'est aussi un argument de vente. Ok. Parce que ça rejoint du coup une question que j'ai eue qui disait en gros, est-ce qu'on aura toujours besoin de Kant dans 5, 10, 15 ans? Parce que justement les clients ne recherchent plus forcément des modèles hyper complexes. Mais même si on enlève le fait qu'on n'a pas besoin forcément de modèles hyper complexes, le fait qu'on a un département de compte qui s'update régulièrement, ça, comme tu dis, c'est un argument de vente. Ouais, bah, le fait de parler de modèles complexes, c'est en corrélation directe avec les produits qui sont traités sur le marché. Et oui, la tendance, c'est pas comme il y a 10 ans, forcément, on fait beaucoup moins de complexe, plus de flow. Après, le métier en lui-même, moi je vois des personnes qui sont dans mon équipe et touchent quand même à d'autres problématiques qui ne sont pas disons, du périmètre du compte classique, quoi. Okay. Donc on fait un peu de recherche sur des problématiques de machine learning et on n'est pas vraiment limité par l'approche modèle pour avoir des prix sur des instruments. On essaie d'intégrer aussi l'aspect data vu l'historique énorme que tu as sur certains produits. Donc tu peux quand même corréler la variation de ton prix à des données de marché. Et on a vraiment eu un historique qui est assez varié et divers, donc tu peux vider pas mal d'approches à partir de là. Du coup, ça répond à moitié. Du coup, ça répond à la question que j'ai eue aussi, c'est à quoi on peut s'attendre pour le rôle du quant plus tard. Mais du coup, donc c'était quoi la question que j'avais eue? C'était est-ce qu'on aura encore besoin de quant? Oui, une autre question, est-ce qu'on aura encore besoin de quant, sachant que les traders eux-mêmes essayent de s'actualiser au maximum en apprenant les langages du coup, que ce soit R, Python, C, peu importe. Ça déjà, je peux répondre à moitié dans le sens où, pour l'instant en tout cas, pas tous les traders qui sont opérationnels sur ces langages. Et je pense que le rôle du trader, c'est pas encore de s'attarder en gros sur la recherche, c'est pas en gros de s'attarder sur la modélisation, mais beaucoup plus pour l'instant encore, en tout cas, de gérer son PNL et de gérer les risques. Ouais, après, on reste au service du trader en tant que quant, mais le trader qui a une connaissance forte en coding ou en modélisation, ça devient même une nécessité. Je dirais pas que c'est une menace sur le département de quant, mais c'est une plus-value, je dirais, parce que ça facilite l'interaction entre les deux départements. Mais après, le trader, ça reste une seule personne, il ne peut pas tout faire, même s'il peut, en théorie. Mais il a un temps limité et du coup, on est là pour implémenter ce qu'il a en tête généralement et soit s'il a vraiment une connaissance très claire de ce qu'il veut faire et soit d'améliorer l'approche qui a été mise en place au tout début. Donc après on reste en complémentarité avec ce genre de personnes. Donc quand il arrive à des objectifs différents, mais tous les deux sont complémentaires quoi, finalement. Après, le fait d'être en quant, ça permet aussi de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe. Parce que le trader, comme tu as dit, il gère un book. Il n'a pas vraiment de vision globale sur tout ce qui se passe sur cette asset classe-là. Donc il faut avoir vraiment une équipe qui puisse gérer les différentes problématiques qui peuvent avoir une relation très directe. Même si le trader, il traite des options, l'impact d'avoir un changement de modèle en pricing d'options, il peut avoir un gros impact sur un autre produit que lui ne traite pas. Donc il y a besoin d'avoir une équipe qui puisse gérer ce genre de choses. Alors, ça c'est une question un peu plus utopique. Est-ce que, donc ça on va poser la question je pense, que ce soit pour le trader ou pour le quant ou pour le structureur, est-ce qu'on aura encore besoin du quant avec l'intelligence artificielle? Moi personnellement je pense pas qu'il y a des robots qui vont remplacer les quants d'ici
d'ici quelques années? C'est la question qui revient toujours. Ouais. Est-ce qu'on aura besoin Tel ou tel. de tel opérateur si on a une machine qui puisse le remplacer? Est-ce que après, je dirais que le boulot de compte, c'est en partie de mettre en place ce genre d'algorithme. Ouais. Et je sais pas, après ça dépend des banques et des approches parce qu'il faut juste vraiment spécifier. Dans le marché, il y a le buy side, Ouais. il y a le sell side qui est la banque, là où on bosse nous. Et la banque, c'est vraiment mettre tous les services en place pour servir le client. Alors que le buy side, c'est mettre tous les services en place pour faire le maximum de PNL. Pour servir ses intérêts. Ouais, donc c'est l'approche machine learning, je dirais qu'elle est beaucoup plus forte côté buy side que côté banque. Mais n'empêche que côté banque aussi, on essaie de s'en servir pour améliorer comme je dis, nos services. Mais la finalité reste la même, c'est vraiment servir le client de la meilleure manière possible. Donc, de toute façon, je pense que ça dépendra à la fois du desk, ça dépendra à la fois de l'asset class sur laquelle tu te trouveras, ça dépendra de pas mal de choses. Ouais, mais après remplacer des comptes ou des traders par des machines, on le voit déjà. On a mais je dis encore, c'est vraiment des choses qu'on voit de plus en plus côté buy side, les hedge funds en gros. Ouais. Mais après, les personnes qui mettent en place ces stratégies, c'est des comptes, c'est des comptes traders. Il y aura toujours besoin. Donc il y aura toujours quelqu'un à l'origine. Il ne va pas remplacer le métier de compte classique, celui de mettre en place des modèles. Je ne vois pas comment il peut être remplacé par du machine learning. Difficilement. Surtout que ça reste un truc assez spécifique avec des risques à modéliser qui sont vraiment très spécifiques. Mettre en place un algorithme qui puisse générer des équations mathématiques. Déjà tout comprendre. Générer des équations mathématiques en fonction du risque que tu veux modéliser. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais je pense pas qu'on est la base pour ça. Alors, moi je parlais avec donc un étudiant qui est en master donc finance quantitative, parcours classique pour intégrer une équipe de compte. Est-ce que tu aurais du coup des conseils à lui donner? Ou à donner en général aux étudiants qui veulent intégrer le métier de compresseur? Exactement. Bah, le point important à souligner, c'est que quoi que tu aies appris en école, je pense que ça ne s'applique pas qu'en compte research. Bah, tu risques d'être choqué à savoir à quel point ça sert à rien dans le métier. Ça, je suis d'accord avec toi. Et du coup, il faut être, disons, un peu humble, même si tu penses avoir une bonne connaissance des choses. Il faut être assez humble et aborder le sujet de manière à acquérir le maximum de connaissances en interne. Pas aller chercher des choses à droite et à gauche pour, je sais pas, pour mettre en pratique ce que tu avais appris il y a 2 ou 3 ans. Généralement, ça reste des trucs assez obsolètes dans le contexte actuel. L'autre conseil que je donnerais, c'est vraiment de se concentrer au max pour apprendre à mieux coder. C'est aussi simple que ça. Mais c'est important. Même si ça ne sert pas je sais pas, en compte research, ça va servir forcément, mais même si tu veux changer de carrière après, ça reste une compétence clé. Dans n'importe quel métier, savoir coder, savoir coder, c'est une chose, mais savoir coder déjà proprement, parce que j'ai vu des trucs. Ouais, proprement, et surtout savoir t'adapter dans un environnement bien déterminé. Parce que quand tu vas arriver dans une banque, dans un hedge fund ou quoi que ce soit, tu vas trouver déjà une librairie qui est en place. Savoir t'imprégner des méthodes de coding des personnes qui ont déjà codé dans cette librairie, c'est déjà un pas qui est important. Même si tu es un très bon programmeur, au final, si tu n'arrives pas à suivre certaines conventions de coding dans telle ou telle librairie, tu risques
bah, tu risques d'avoir beaucoup de Forcément. difficultés, hein. Et quoi qu'il arrive, ce genre de compétences, tu pourras la revendre partout. Ouais, le fait de s'adapter, de savoir coder. Ouais, bah, je sais pas combien de comptes on fait plus de 2 banques, mais je pense que c'est un truc assez difficile. Ok, à ce point-là, ok. Généralement, ceux qui quittent, c'est pour soit monter leur propre Ouais. hedge fund et du coup, bah, tu vas faire tout de zéro. De zéro. Mais t'adapter d'un environnement à un autre, c'est C'est compliqué. Ouais, Et je suppose que ça devient de plus en plus dur avec le temps, forcément. ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, en compte research, tu vas passer au moins 1 an, au moins, pour comprendre comment ça marche. Ok. Ça marche. Merci Wally pour ton temps. Bah, merci à toi, c'était un plaisir. J'espère que ça va aider des personnes. J'espère. S'ils ont des questions, n'hésite pas. Ils nous donneront des feedbacks de toute façon.